bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Saourou Sène. Bonjour, M. Sène. Oui, bonjour, M. Diouf. Bonjour aux fidèles auditeurs de Océan FM. Ok, qui est M. Saourou Sène? Il est professeur de lettres modernes, ancien secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal, SAEMS, conseiller spécial à la présidence de la République. Vous confirmez? Oui, tout à fait, M. Diouf. Je confirme que effectivement, je suis enseignant de profession en tant que professeur de lettres. J'ai aussi enseigné la technique de communication, technique d'expression et de communication à l'ISEG. Et je suis devenu syndicaliste par hasard. Et après le syndicalisme, son Excellence le Président de la République m'a nommé conseiller spécial. Ok. Comme vous êtes syndicaliste, chevronné, je peux dire, alors vous allez débuter, nous allons débuter cette émission par ce qui se passe dans nos universités. Oui. Alors, suite au report de l'élection présidentielle, le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal, SAEMS, et le cadre unitaire des syndicats du moyen secondaire du SEMS avaient fait des sorties pour exprimer leur désaccord. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on assiste à une politisation du mouvement syndical? Oui, merci de me poser cette question, M. Abdou Diouf. Je vous remercie aussi déjà pour l'invitation et de l'opportunité que vous m'offrez pour partager avec les fidèles auditeurs sur la situation du Sénégal de façon globale. Effectivement, lorsque nous avons vécu ces derniers moments, cette tension politique, on s'est rendu compte qu'il y en a certaines organisations syndicales qui non seulement se sont liguées avec d'autres structures de la société civile, mais également il y a d'autres qui se sont limitées à une déclaration de principe aussi, ça il faut le relever. En ce qui concerne maintenant le SAEMS, dont je suis membre en tant que d'ailleurs secrétaire général honoraire spécial, je le dis sans porte de gants, je respecte mais les décisions issues de nos instances. Parce que ça aussi, c'est un devoir, c'est l'éthique qui le veut. Lorsque j'ai été secrétaire général national, nous avons décidé après des réunions du secrétariat permanent, et je n'avais pas à l'époque, en tout cas, toléré que des membres de l'organisation puissent faire des sorties pour fustiger ces synthèses-là. Cependant, cela ne m'enlève pas quand même ma liberté d'apprécier en tant qu'intellectuel. Je pensais que par rapport à la situation politique d'aujourd'hui, une simple déclaration aurait pu suffire pour non seulement demander, comme beaucoup d'organisations l'ont fait, à ce que la légalité constitutionnelle soit de rigueur, d'autant plus que nous ne sommes pas les seuls acteurs dans le domaine syndical. Il y a le syndicalisme, le syndicat des journalistes, le syndicat des médecins, le syndicat de tout le monde du travail. Chaque corporation a son syndicat. Mais quand même, beaucoup d'entre ces syndicats se sont limités à des déclarations qui non seulement appellent au respect scrupuleux de notre constitution, mais quand même cela ne leur a pas poussé à décréter des mots d'ordre de grève. C'est pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, je continue à croire que c'est des mots d'ordre, peut-être qui sont allés au-delà de ce qu'on devait attendre des organisations syndicales, surtout de l'enseignement. D'autant plus que c'est comme si on veut faire payer la note aux enfants, alors que ces enfants-là n'ont aucune responsabilité dans cette élection présidentielle et par conséquent, pour moi, ils ne devraient pas payer la note. Le deuxième élément aussi qui m'apparaît comme une remarque aussi fondamentale, c'est qu'on doit apprendre à faire très attention avec les politiciens. Parce que la vérité est que lorsqu'il y a une situation, ils peuvent faire l'appel du pied, mais le jour où ils décideront de se réconcilier, mais ils se retrouvent sans vous et ils décident. Et à partir de ce moment, vous risquez d'être laissé sur le carreau. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se dessiner comme ça. Parce que non seulement lorsque son Excellence le Président de la République a
fait une communication pour dire déjà que d'abord il respectait les décisions du Conseil constitutionnel, mais tout s'est estompé en termes de lutte pour le respect de la Constitution. Donc pour dire tout simplement, en toute chose, il faut surtout de la tenue et de la retenue. Ça me paraît important. Ok, mais ces syndicats estiment que cet acte illégal et anticonstitutionnel, alors qui risque de faire basculer le pays dans une crise socio-politique sans précédent, aux conséquences pernicieuses pour le Sénégal. Alors, que répondez-vous à ces syndicats-là? Écoutez, vous permettez déjà même d'anticiper sur ce problème-là. Mais de quoi il s'agit exactement? Ce n'est pas une situation créée par son Excellence, le Président de la République. Parce que, et je crois que cette fois-ci, tous les Sénégalais reconnaissent qu'il y a une séparation nette des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais c'est au niveau du pouvoir législatif à l'Assemblée nationale qu'un parti politique légalement constitué, qui a son groupe parlementaire au niveau du Parlement sénégalais, qui a considéré que son candidat était lésé pour une question de nationalité. Le problème qui se pose, c'est que lorsque nous avons vu le compte-rendu des travaux du Conseil constitutionnel avec la publication de la liste des candidats, mais malheureusement pour tous les Sénégalais, nous avons vu sur la liste publiée une candidate qui avait aussi une double nationalité, comme M. Karim Meïssa Wade. Donc, vous faites référence à Rose Wardini. À Rose Wardini. Donc, si dans la même situation, on voit ceux qui ont une double nationalité passer le cap et d'autres retenus, et qu'un parti ait relevé cela jusqu'à ce qu'il demande qu'on reprenne le processus, je crois que le chef de l'exécutif ne pouvait pas rester indifférent. Parce que quoi qu'on dise, non seulement selon l'article 42 de la Constitution, c'est lui le garant du fonctionnement régulier de toutes les institutions, c'est la clé de voûte de nos institutions. Et par conséquent, donc cette incongruité qui s'est introduite dans le processus électoral risquait de jeter du discrédit sur ce processus ô combien important. Parce que ne l'oublions pas quand même, c'est l'élection présidentielle. C'est une élection d'une importance capitale. Et par conséquent, donc, lorsque cette situation s'est posée ou s'est présentée devant son Excellence, il a considéré quand même qu'on ne peut pas aller comme ça, il faut que tous les acteurs échangent pour avoir la meilleure formule. La meilleure formule, c'est celle qui devrait nous éviter des lendemains électoraux difficiles. C'est la raison pour laquelle donc le président a demandé, il a non seulement abrogé le décret convoquant le corps électoral, mais mieux, il a demandé à l'Assemblée nationale aussi, mais d'indiquer la voie par rapport à ce que la loi leur donne. Et c'est pourquoi ils avaient voté une loi constitutionnelle. Une fois que l'Assemblée nationale ait pris sa décision, le Conseil constitutionnel, qui est le juge électoral aussi, qui est une chambre éminemment politique, le Conseil constitutionnel, tout à fait, leur a demandé de donner maintenant un avis, parce que leur avis sera l'avis définitif. Et quand le Conseil constitutionnel a rejeté ou annulé tout ce qui a été fait, d'abord le décret abrogeant le décret qui convoque le corps électoral par son Excellence, plus le décret constitutionnel voté par l'Assemblée nationale. Lorsque le Conseil constitutionnel a annulé tout cela, le président prend acte de la décision du Conseil constitutionnel, et étant donné que le Conseil même reconnaît qu'il n'y a pas une possibilité de tenir la présidentielle à date échue, il a demandé à ce que dans les meilleurs délais, les autorités compétentes puissent organiser cette élection présidentielle. D'où donc cet appel au dialogue avec les acteurs pour partager sur ce qui doit être fait. On y reviendra sur ça, sur ce dialogue-là. Alors, la célèbre université Cheikh Anta Diop de Dakar a fermé ses portes depuis le mois de juin dernier, après de violentes manifestations qui ont secoué le pays. Alors, le gouvernement avait fait évacuer le campus pour des raisons de sécurité. Alors, 6 mois plus tard, aucune date de réouverture n'a été annoncée. Alors, quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Oui, c'est une situation qu'il faut déplorer. L'université n'est pas construite pour être fermée. La vérité est que si vous regardez une photo de l'université chez Anta Diop de 2012 et vous repassez aujourd'hui, vous comprendrez que beaucoup d'efforts
ont été faits en termes d'investissement, en termes d'infrastructure pour mettre les étudiants sénégalais et les enseignants dans une situation d'apprentissage tout à fait appréciable. Ce qui s'est passé maintenant, c'est ce que tout le monde connaît. Comment on peut faire autant d'efforts en termes d'investissement à l'université et qu'un beau jour, mais des gens puissent venir dans ce campus universitaire, dans le campus pédagogique pour faire le vandalisme que nous avons vécu au niveau de cette université. Ça, c'est la première des choses à condamner. La condamner, c'est rappeler quand même, encore une fois de plus, le temple du savoir ne saurait être un champ de gladiateurs. Et c'est la raison pour laquelle, encore, je trouve l'occasion de condamner très fermement tout ce qui a été fait à l'université en termes de destruction. C'est fort de cette situation-là que les autorités universitaires, en rapport avec les autorités gouvernementales, mais ont décidé d'abord de fermer l'université pour sécuriser le personnel, enseignants, étudiants et infrastructurels, et ensuite maintenant aller vers une réflexion qui devait aider à ce que de telles choses ne se reproduisent plus dans le campus universitaire. Peut-être maintenant, d'aucuns peuvent me dire que oui, cette réflexion a trop duré parce que l'université était appelée à ouvrir très rapidement, mais je crois aussi qu'au niveau de l'université, il y a une certaine autonomie des assemblées de l'université, les assemblées de faculté. À partir de ce moment, ce sont ces assemblées-là qui apprécient l'opportunité ou non de l'ouverture de l'université. Ce n'est même plus une question du gouvernement ni du ministre de l'Enseignement supérieur, mais surtout du recteur de l'assemblée de l'université qui doit se réunir, apprécier la situation, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que non seulement l'université reprenne ses activités pédagogiques et ses activités sociales, mais que aussi que de tels événements qui se sont passés à l'université, que personne n'ait plus le courage, mais d'amener l'université sur ce champ de gladiateurs qui n'est pas son champ d'action. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai que ça a duré, mais nous sommes mal placés pour dire à l'université ouvrez demain, parce que c'est eux qui comprenaient la situation de la sécurité, sauf que nous avons le devoir de leur dire écoutez, quoi qu'on dise, l'université n'est pas faite pour être fermée. Mais le SAES réclame la réouverture, n'est-ce pas? On a entendu le syndicat autonome des enseignants du supérieur réclamer la réouverture. Tout à fait. Mais vous savez, dans ce pays-là, moi, je me pose toujours certaines questions. Est-ce que les gens préfèrent comment dirais-je, le matu-vu. Les étudiants également demandent la réouverture. Toute la communauté universitaire. En tout cas, les étudiants, les enseignants, le SAES. Mais commençons par le SAES. J'aurais été parce que le l'attente SAES. est longue. Oui, trop longue, même pour nous, parents, étudiants ou d'élèves ou autres. Le Sénégalais tout court qui connaît l'importance d'une université ne saurait tolérer qu'une université soit éternellement fermée. Parce que c'est là où on forme l'élite de notre pays. Et par conséquent, donc, pour moi, ça ne peut pas être de gaieté de cœur que de fermer l'université. Pour revenir sur ce que je disais, écoutez, moi je crois que pour ce qui concerne le SAES, parce que moi j'étais responsable syndical, à peu près je sais comment ça fonctionne. Aujourd'hui, le SAES aurait mieux fait sa communication s'ils avaient pu dire aux Sénégalais que nous avons partagé avec le ministre de l'Enseignement supérieur, nous avons partagé avec le recteur et l'assemblée de l'université. Voilà ce que nous leur avons dit et voilà les réponses qu'ils nous ont données. Mais si vous vous levez comme ça sans vous adresser, je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait, mais je n'ai pas eu un communiqué dans ce sens-là. Mais si vous préférez communiquer directement avec la population, alors que la communauté universitaire, c'est une famille entre ces différentes familles d'acteurs, on aurait pu comprendre que chacune des familles d'acteurs cherche à rencontrer l'autre pour que la décision soit une décision de l'université. Pour que ça soit une décision de l'université, il faut que toutes ces familles d'acteurs se retrouvent autour d'une table, rectorat comme tous les membres de l'assemblée de l'université, plus le corps professoral, les étudiants, pour qu'on apprécie qu'est-ce qui s'est passé à l'université, pourquoi cela est arrivé, comment est-il arrivé et qu'est-ce qu'il faut faire surtout pour que de telles choses ne puissent plus se reproduire. Parce qu'encore une fois de plus, je ne crois pas parmi les acteurs de l'université qu'un seul groupe puisse tolérer mais toutes ces violences bestiales qui se sont déroulées dans le campus universitaire, notamment à Dakar et à Ziguinchor. Ok. En tout cas, il faut faire vite parce que les nouveaux bacheliers de 2023 attendent toujours. Et le cours normal de
le cours normal des enseignements continue. Oui. Alors, les autres bacheliers, ceux qui sont en classe de terminale cette année, alors, s'ils réussissent encore, ça va gonfler le nombre qui était là-bas. Mais tout à fait. Moi, ma conviction est que, encore, je vous le rappelle, l'université n'est pas faite pour être fermée. Elle doit jouer son rôle de formation, d'instruction. Elle doit permettre à la jeunesse sénégalaise d'aller et d'avoir un enseignement supérieur, mais de qualité. C'est ça la vérité. Maintenant, encore une fois de plus, ce qui s'est passé, c'est passé. Tout ce qui appelle aujourd'hui à l'ouverture de l'université n'avait pas pipé mot à l'époque quand des gens dansaient, chantaient au sein d'une université en décombre. Ça aussi, il faut le condamner très fermement. Autant on doit dire non, il faut que l'université reprenne. Autant à côté de ce discours, nous devons aussi rappeler et condamner très fermement ce qui s'était passé à l'université. Et ça, je crois que personne ne devrait tolérer. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour le dire. Tous ceux qui sont identifiés dans le saccage de l'université ne devraient pas bénéficier de grâce. C'est ma conviction. Ok, on y reviendra sur ça, sur cette grâce-là. Alors, sortons maintenant de la crise universitaire pour aborder un tout autre sujet. Alors, ces temps-ci, nous avons assisté à la libération des détenus. Je dis des détenus. Alors, après avoir passé plusieurs mois dans les prisons, ils sortent sans jugement. Alors, la philosophie du droit pénal voudrait que pendant l'arrestation, le mis en cause soit informé de deux fondamentaux. Alors, il s'agit du délit ou crime commis à quelle peine est passible l'infraction commise. Alors, selon le professeur Minourou Si, alors ne devrait-on pas connaître au moins les raisons? Oui, question très pertinente. D'ailleurs, on trouve la transition tout de suite parce que il y a une vague de libération. C'est dans la dynamique de l'apaisement, mais de la situation socio-politique du pays. Mais je dois rappeler quand même que les jeunes Sénégalais ou citoyens sénégalais tout court, qui n'ont cassé nulle part, qui n'ont insulté personne, qui ont vaqué quotidiennement et correctement à leurs occupations, n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais été mis en prison. Par contre, ceux qui étaient dans les liens de détention, mais l'ont été suite à des casses, des manifestations qui n'étaient pas forcément autorisées par les autorités compétentes. Et par conséquent, l'infraction, pour moi, elle est flagrante. Ils sont pris de flagrant délit. Maintenant, dans la situation, comme vous le savez, bon, nous avons, comment dirais-je, les juges sénégalais avec tout ce qui devrait se faire autour de ces personnes-là. Et moi, j'ai retenu de madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, que ces gens-là, on n'est pas venus en prison tout simplement pour leur dire Doudou, Daouda, Fatou, Khadi, Demba, sortez. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Chacun au moins est passé devant. En tout cas, ceux qui doivent prendre leurs responsabilités par rapport à leur situation judiciaire, ils l'ont fait. Et c'est pourquoi ce n'est pas des libertés totales qu'on a donné à ces gens-là. C'est des libertés provisoires en attendant que le juge puisse, en tout cas, le procureur et tous ceux qui travaillent au niveau de la chambre d'accusation puissent, en tout cas, indiquer les délits pour lesquels ils ont été retenus. Maintenant, c'est sûr que, puisqu'on parle de liberté provisoire, et bien sûr que la justice va faire ce qu'il doit faire pour la suite. Et on a entendu ces détenus, après leur libération, dire que certains disent qu'ils n'ont rien fait. Mais où avez-vous vu un détenu qui sort et qui vous dit que j'ai tué quelqu'un ou j'ai cassé ou j'ai brûlé un magasin? Mais aucun des détenus ne le dira, d'autant plus qu'ils sont sous liberté provisoire. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la vérité. Mais est-ce qu'ils ne devaient pas être jugés avant de... Mais si on le faisait comme ça, il n'y aurait pas... Parce que, vous savez, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Pour pouvoir situer les responsabilités. Non. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. C'est nombre de personnalités sénégalaises, politiques comme de la société civile ou classe maraboutique, ont appelé, demandé au président de la République d'avoir une mesure de clémence pour au moins décrisper la situation. C'est la raison pour laquelle le président a accédé à leur demande. Et c'est pourquoi aussi, autant le préciser, c'est des libertés provisoires. Le temps que ceux qui ont leur dossier
puisse voir quels sont les types de délits qui ont été commis. Parce que c'est sûr qu'il y en a des délits dont les auteurs ne peuvent pas être libérés de cette façon-là. Tout comme il y a ce que dans le jargon, les juristes appellent des délits mineurs. Mais avec ces délits mineurs-là, on peut comprendre que les contrevenants puissent être libérés. Ok. On a libéré certains, mais d'autres restent jusqu'à présent. C'est pourquoi donc, je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas venu pour lire une liste et demander que les gens sortent. Non, il y a un travail de justice avec le procureur qui a été fait et qui a permis de libérer Massamba et de retenir Makumba. Je crois que c'est comme ça que ça doit se passer. Il ne faudrait pas qu'on banalise la justice. Il ne faut pas qu'on banalise la prison. Il faut qu'on se rappelle que ce que disait l'autre est encore valable aujourd'hui. C'est que dur à l'ex, c'est l'ex. Dur est la loi, mais c'est la loi. Personne ne doit enfreindre les règles qui l'amènent en prison. Parce que si vous êtes coupable de quelque chose et le droit, la justice du pays doit faire ce qu'il doit faire en ce qui concerne les contrevenants. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui disent que ce sont des détenus politiques? Je ne suis pas d'accord. C'est des vandalistes. Pourquoi? Non, parce que tout simplement, lorsque je suis dans une localité, il y a une demande de manifestation qui a été formulée. L'autorité de la République, le préfet comme le sous-préfet ou le gouverneur, sort une note pour dire que non, la manifestation n'est pas autorisée parce qu'il y a telle ou telle raison. Vous bravez l'interdit de l'autorité préfectorale. Mais à partir de ce moment, vous vous exposez. Et en plus de ça, vous ne vous êtes pas limité à ça. Vous vous attaquez au bien d'autrui. Vous brûlez, vous cassez, vous volez. Mais à partir de ce moment, il y a beaucoup de délits qui pèsent sur vous. Si vous êtes retenu pour ces raisons-là, je me demande comment tu peux dire que tu es un prisonnier politique. Ce n'est pas vrai. Ok. Merci, M. Saourou Sen. Alors, le mercredi passé, nous avons entendu dans une déclaration le Premier ministre Amadou Ba réitérer sa volonté et sa détermination à conduire la coalition Benno Bokk Yakaar à la victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle. Alors, pour relever avec l'ensemble du peuple sénégalais les défis de la paix, de l'emploi massif des jeunes et du pouvoir d'achat des ménages. Ma question sur cette déclaration, alors, est gagner une élection au premier tour au Sénégal actuellement, est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Pourquoi on voudrait se jouer à faire peur ou à faire peur aux autres? C'est les Sénégalais qui décident, non? Si les Sénégalais décident que le président Amadou Ba sera élu au premier tour, même si une certaine presse veut voir le contraire pour continuer dans le bavardage, mais les Sénégalais le feront. C'est ça la vérité. Et je crois aujourd'hui qu'il n'y a que deux camps. Pour moi, dans ce processus électoral, il y a plus fondamentalement deux camps. Le camp de la République, incarné par le Premier ministre Amadou Ba, et tous les républicains sénégalais, qu'ils soient dans le Benno ou dans d'autres partis, ils savent très bien qu'ils ont le même objectif, celui de faire pérenniser, mais ce qu'on appelait l'exception sénégalaise, faite de stabilité, de paix, de dialogue, de concorde. Et c'est pas pour rien que d'aucuns disaient que le Sénégal est un îlot de paix, mais dans un cercle de feu. Et ça, nous le savons. C'est pourquoi aujourd'hui, Amadou Ba, en tant que candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, en tant que port-étendard, mais de cette grande coalition qui a résisté à toutes les tentatives, en tant que d'ailleurs continuateur du plan Sénégal émergent, qui quand même a fait des réalisations extraordinaires dans ce pays-là, c'est Amadou Ba qui incarne cette ligne-là, peut le plus naturellement du monde espérer que les Sénégalais comprennent les enjeux pour voter massivement en ce qui le concerne. Maintenant, de l'autre côté, c'est le camp de l'ex-parti PASTEF. C'est le camp de l'ex-parti PASTEF qui pense que, oui, la politique, c'est les invectives au quotidien, c'est les procès au quotidien, c'est du Khawi Soutoura, mais toutes sortes de violences, aussi bien verbales que physiques.
C'est ça le camp que nous avons en face de nous. Et c'est ce camp-là qui nous a valu les événements de mars 2021. C'est ce même camp qui nous a valu les événements de juin passé. C'est ce même camp aujourd'hui qui disait du Gatsa Gatsa. Et rassurez-vous, du Gatsa Gatsa ou de la, comment dirais-je, du Tchoki fin, on est tombé à la grève de la faim. C'est ça la vérité. Ce camp-là, je dis bien pour les républicains sénégalais, d'où qu'ils soient, ils doivent, le moment venu, faire face à ce camp-là pour leur montrer que non, vous vous trompez de pays parce que le Sénégal ne peut pas être, comment dirais-je, un champ de gladiateurs. Le Sénégal ne peut pas être un pays où l'insulte est érigée en règle. Comment dirais-je, la haine viscérale. L'adversité politique est poussée à un niveau de haine jamais égalé dans ce pays. Et je crois que nous devons tous faire face à cette situation-là pour que le Sénégal reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un pays de paix. Ok, M. Sen, et pourtant la coalition Benno Bokk Yakaar, oui, a été complètement anéantie par les départs de certains ténors. Le mot est très fort. Anéanti, le mot est très fort, mon cher Diouf. D'accord. Donc, mais de toute façon, la force que cette coalition avait les années passées, alors je pense qu'il a été diminué. Bon, si je dis comme ça. Vous disais. Alors, avec le départ de certains ténors qui ont eu des bases solides. Tout à fait. Le cas de Aly Ngouille Ndiaye, Mamboy Diao, Boun Abdallah Dionne, etc. Oui, ouais. Bien sûr. Je rappelle quand même, moi, Saourou, vraiment, jusque-là, je n'avais encore aucune carte politique. Ni de l'APR, ni d'aucun autre parti. Parce que je viens fraîchement de la vie syndicale et c'est le président qui m'a amené pour me mettre là où je suis et je ne cesserai jamais de le remercier pour cette confiance et surtout pour l'excellent travail qu'il a abattu en tant que président de la République du Sénégal. Et c'est avec beaucoup de regrets lorsque j'évoque cette situation de départ, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, surtout, et j'insiste, surtout pour le premier ministre Boun Abdallah, c'est mon frère. Qui a cheminé avec le qui a président Macky Sall depuis Mathusalem cheminé aux côtés du président. D'ailleurs, c'était l'homme de confiance du président Sall. En tant que responsable syndical, je connaissais très bien Boun Abdallah, qui a conduit les négociations avec nos organisations syndicales. C'est pourquoi qu'il ait quitté le président de la République, ça, j'ai toujours des difficultés pour le comprendre. C'est la vérité à mon niveau. Parce qu'à chaque fois que le Boun parlait du président de la République, il disait jamais le président, il disait mon patron. Et je pensais que c'était vraiment son patron. Et voilà. Je pense que des départs de cette nature-là me posent problème, moi personnellement. Mais n'empêche, la coalition Benno Bokk Yakaar reste la coalition Benno Bokk Yakaar. Et je dis bien, si cette coalition travaille comme ça doit être, si cette coalition comprenne les enjeux, les véritables enjeux pour sauver la République, cette coalition va se liguer comme un seul homme derrière le Premier ministre Amadou Ba. Parce qu'aussi ce dernier, le Premier ministre, quoi qu'on dise, c'est un homme de qualité. C'est un homme qui a une compétence dont personne ne saurait douter. C'est un patriote sénégalais, mais qui épouse les valeurs culturelles du Sénégal. C'est aussi un républicain élégant, le Premier ministre, Amadou Ba. Toutes ces qualités-là, réunies autour de lui, font de lui quand même un valable successeur du président Macky Sall pour pérenniser le legs du président Macky Sall. C'est ma conviction. C'est la raison pour laquelle aussi, depuis que le président a indiqué ce choix suite à des consultations avec ses partenaires de Benno, moi je dis que je ne fais pas de calcul. D'ailleurs, avant même le choix du président, j'avais dit à qui voudrait l'entendre que moi je suis scotché au président. J'attends ce qu'il nous dira et c'est ça que je ferai. Et c'est pourquoi lorsqu'il a choisi, comment dirais-je, Amadou Ba, je suis totalement là-dedans et sans port de gants aussi. Ok. En plus, au sein de la mouvance présidentielle, on note certaines sorties de ministres qui fustigent même le choix de Amadou Ba. Le cas de Mame Mbaye Niang, je peux les citer, et Thérèse Faye Diouf, ils ont fustigé, on les a entendus fustiger le choix de Amadou Ba. Ça vous dit quoi, ça? Non, ça, je laisse ça
je laisse l'appréciation au président de la République qui les a tous comme ministres dans son gouvernement. Par respect au gouvernement et par solidarité à ce gouvernement, je ne peux pas me permettre de commenter les propos d'un ministre. Sauf que maintenant, personnellement, j'aurais aimé que ça se passe autrement et par élégance. J'aurais aimé que ça se passe autrement parce que jusqu'à preuve du contraire, le candidat que le président Macky Sall nous a indiqué, c'est Amadou Ba. Et je m'en tiens à ça. Ok. Alors, vous parliez tout de suite de l'ex-Pastef parce que vous les avez attaqués. Alors, El Malik Ndiaye de la coalition Diomaye Président, parce que moi je ne parlerai pas de l'ex-Pastef, je vais parler de coalition Diomaye Président. Alors, dans une déclaration, a dit le pouvoir actuel a mis en place un processus électoral taillé sur mesure. C'est ce qu'il a dit pour une victoire technique d'Amadou Ba. Car il sait que le candidat de Benno n'a ni le verbe ni la capacité de drainer des foules pour gagner l'élection. Que répondez-vous à cette déclaration? Eh bien, c'est peut-être ce qu'il pense. Mais vous savez très bien que lorsque vous écoutez une déclaration de cette nature-là, vous comprendrez que le concerné prépare déjà la justification de demain. En cas de défaite, ils vous diront que c'est là où j'étais venu pour vous dire qu'ils ont fabriqué ceci ou cela. Absolument rien de tout ce qu'ils disent n'est vrai. Ces gens-là, ils ne sont forts que dans l'intoxication, la délation, la manipulation et surtout les invectives. Mais comme en Wolof on le dit, c'est ce qu'ils savent faire en politique, laissons-les faire. Mais nous, en tant que citoyens sénégalais responsables, républicains, élégants dans le comportement et dans le verbe, mais écoutez, nous devons préserver ces valeurs et nous travaillons à cela. Maintenant, ceux qui sont adeptes des insultes, des fabrications, de l'intoxication, ces populistes, laissons-les faire ce qu'ils savent faire, mais en tout cas, le Sénégal, encore une fois de plus, notre pays ne devra jamais tomber dans le risque, entre les mains de ces gens qui n'ont aucune expérience et qui pensent que tout se règle par vraiment un comportement violent. Ok. Alors, nous vous rappelons, chers auditeurs, que nous recevons M. Saourou Sène, professeur de lettres modernes, ancien secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal, SAEMS. Alors, parlons maintenant du président Macky Sall, qui a reçu hier certains de nos confrères. Tout à fait. Alors, il a dit clairement que son mandat, ou bien sa mission, termine au 2 avril. Oui. Mais on ne l'a pas entendu se prononcer sur la date de l'élection. Alors, quelle analyse faites-vous sur ça? Et je voudrais encore féliciter son Excellence le Président de la République pour d'abord sa sérénité, son élégance républicaine, sa tenue et sa retenue. Je crois que depuis mars 2021, tout le monde devrait se féliciter de la sérénité du président Macky Sall. Parce que si nous n'avions pas un président serein, les choses pouvaient être plus difficiles que ça. Malgré tout ce qui s'est passé encore, hier, il a prouvé à la classe politique sénégalaise, à tous les Sénégalais, que lui, c'est un homme profondément attaché à la paix. C'est la raison pour laquelle, quand on l'a suivi du début à la fin, on est davantage fiers d'avoir été à ses côtés en tant que conseiller spécial. Le président ne pouvait pas se prononcer sur la date de l'élection présidentielle parce que s'il le faisait, le dialogue national n'aurait plus sa raison d'être. Un homme responsable, ouvert et disponible et généreux, il a demandé à recevoir la classe politique et même d'autres acteurs pour qu'à l'issue de ces rencontres-là, qu'une date consensuelle puisse être retenue. Il faut, dans la situation d'aujourd'hui, que les Sénégalais acceptent de faire le sursaut patriotique nécessaire pour se retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel d'abord, c'est de préserver notre tradition de pays de paix. Et ensemble, dans la sérénité, et conformément à la décision du Conseil constitutionnel, mais d'aller vers des élections paisibles,
inclusives et à l'issue desquelles un président de la République sera très bien élu. Pour cela, maintenant, cette date-là mérite l'appréciation des acteurs pour que ça soit une date consensuelle. Vous savez, tout le monde utilise le terme consensuel. Ce n'est rien d'autre que cette faculté de construire un sens. C'est ensemble avec ces acteurs qu'on peut arriver à construire un sens et indiquer la direction pour dépasser le feuilleton électoral qui n'est encore une fois de plus qu'une parenthèse, mais dans la vie de la République. Ok. Le Conseil constitutionnel lui avait recommandé d'organiser les élections dans les meilleurs délais. Tout à fait. Alors, pourquoi attendre une concertation où on assisterait à des divergences d'idées? Non, pourquoi des divergences? Oui, parce qu'il y a les spoliés d'un côté et de l'autre les candidats retenus. Est-ce qu'ils vont s'entendre sur des vous savez, points? mais tout ça, vous savez, si on répondait à cette question-là, c'est comme si on ne pourrait faire que dans la spéculation. La concertation qui doit se tenir. On voit ça venir, hein, parce que non, deux interprétations, il faut choisir la plus généreuse. La plus généreuse voudrait que si des Sénégalais tout aussi responsables que vous et moi, sinon même plus responsables, se retrouvent, s'ils regardent uniquement l'intérêt du Sénégal, ils doivent pouvoir ensemble prendre une date consensuelle à laquelle date l'élection présidentielle se tiendra. C'est la raison pour laquelle, attention, les termes ont leur sens. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit à l'autorité d'organiser les élections dans les plus brefs délais. Il pouvait le dire, il ne l'a pas dit. Il a dit dans les meilleurs délais. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne que pour une élection présidentielle, il faut mettre sur la table toutes les conditions qui garantissent un processus électoral inclusif, transparent, à l'issue duquel quand même tout le monde pourra aller travailler. Mais si nous voulons brusquer les choses, non, je crois que... Et ensuite, le président, malheureusement, il ne peut pas décider lui seul de cette date-là. Comme la situation est ce qu'elle est, mieux vaut que les Sénégalais, qu'on les écoute, surtout ces partis politiques-là avec les candidats, mais qu'on puisse ensemble écouter ce que chacun dira et à l'issue de ces concertations qui ne peuvent durer que 2 jours, d'après ce qu'il a dit, mais une décision sera prise. Alors, vous parlez de processus électoral inclusif. Oui. Alors qu'il y a des candidats qui sont en prison. C'est le cas de Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'on peut avoir des négociations ou bien des concertations inclusives en laissant un candidat en prison? Mais écoutez, très souvent les candidats peuvent envoyer leur plénipotentiaire dans les rencontres. Encore que nous sommes dans une dynamique de libération pour pacifier l'espace politique, rien ne nous dit que Bassirou Diomaye ne sortira pas de prison d'un moment de l'autre, je ne sais pas, mais l'essentiel est qu'encore une fois de plus, nous nous sommes inscrits dans une dynamique de paix. Et cette paix-là, encore une fois de plus, il faut qu'on se convainque que si on la perd, on mettra N années pour retrouver la sérénité nécessaire pour redevenir ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle je crois que tout ce que nous pouvons faire pour éviter que le Sénégal s'embrase, tous les acteurs politiques, toute la société civile, la presse nationale doit travailler à cela. Est-ce que vous croyez que toute l'opposition participera à cette concertation? Écoutez, vous savez, les partis sont autonomes. Chacun des partis appréciera et s'il le juge nécessaire de participer, il participe. S'il juge le contraire, il assume. Mais en tout cas, dans la situation d'aujourd'hui, l'appel du président de la République aura l'écho favorable de tous les patriotes sénégalais responsables. Il a appelé tout le monde, sans exception. Mais bien sûr, dans un dialogue, dans une concertation, vous savez, par essence, le dialogue est inclusif. Ok, mais est-ce qu'il y a des termes de référence? Est-ce qu'on ne devait pas discuter sur les termes de référence pour pouvoir dialoguer? Même le jour du dialogue, on peut partager sur ces termes de référence. Ça ne change pas grand-chose. S'il y a des observations à faire, les gens les formuleront. Ok. Alors, merci, M. Saourou Sène. Alors, dans l'article 36 qui met en doute les Sénégalais sur la volonté du président de quitter définitivement après le 2 avril, parce que l'article 36 nous dit... dans l'alinéa 2,
Alors, le président doit rester jusqu'à l'arrivée de son successeur. Oui. Et on a entendu le président dire que ma mission s'arrête à partir du 2 avril. Le président l'a dit, il a même évoqué cet article-là que vous venez d'indiquer, notamment son alinéa 2. Vous savez, je me demande parfois aussi comment les gens réfléchissent. Ou bien comment on peut être aussi ingrat, je m'excuse de le dire comme ça, à la limite méchant, pour ne pas pouvoir accorder au chef de l'exécutif la possibilité d'organiser très clairement, de façon transparente, de façon sereine, l'élection présidentielle et passer le témoin à son successeur. Quel préjudice ça pourrait porter aux Sénégalais que le président Macky Sall fasse la passation de service de façon républicaine avec celui qui va le remplacer? Quel est le problème que les gens ont par rapport à ça? C'est la raison pour laquelle moi je continue à considérer, et peut-être ça n'engage que moi, pour tout ce que le président Macky Sall a fait pour le Sénégal, si on le compare en termes de bilan par rapport aux autres chefs d'État, mais il n'y a pas photo. Tout à fait. Pour dire vrai, c'est la raison pour laquelle aussi, dès que vous dites, moi, président Macky Sall, mon mandat à la tête de l'État s'arrête le 2 avril. Et ça ne peut pas être autrement. Maintenant qu'une situation que personne n'avait prévue se pose et que cela l'impose à rester jusqu'à ce que les Sénégalais élisent un nouveau président et qu'il fasse la passation de service, quel est le problème que ça doit poser à un Sénégalais honnête et de bonne foi? Je ne le vois pas. Maintenant, je peux comprendre aussi que des gens qui n'avaient jamais accepté que le président Macky Sall soit président de la République et qui pensaient que dès 2012, il devrait le battre et être là où il est. Si ces gens-là ne lui accordent pas 2 secondes de plus, moi je suis en mesure de comprendre ça. Mais qu'ils comprennent que le Sénégal les dépasse. L'ambition d'un Sénégal stable et un Sénégal de paix dépasse très largement les ambitions personnelles de quelqu'un qui veut être président de la République. Ok. Alors, M. Sen, le président Macky Sall a beaucoup fait pour ce pays. Ça, vraiment, avec toutes ces réalisations qu'il a fait. Ah oui, ça quand même, au moins tout le monde le reconnaît. Nous l'avons constaté. Oui. Mais il y a un mais. Oui. Alors, le mais, c'est le côté social. Oui. Alors, la vie est trop chère. Les populations se plaignent de leurs conditions de vie. Alors, est-ce que il n'a pas échoué sur ce côté-là, le côté social? Du tout, au contraire. Si le président a réussi davantage, ce n'est même pas sur les infrastructures dont on regarde comme ça uniquement. C'est vrai qu'il a beaucoup fait en termes d'infrastructures de tout genre. Ça, c'est une réussite. Mais du côté social aussi, le président Macky Sall a fait ce que personne n'a jamais fait. Et moi, en tant que responsable syndical, je suis bien placé pour le dire. Vous pouvez citer des exemples? Des exemples non salaires qui ont été fortement améliorés. Ce n'est pas seulement les enseignants. Les salaires de tous les agents de la fonction publique. Ça, c'est un premier élément. Sur le plan de la santé, la carte sanitaire du Sénégal a été complètement changée par le président Macky Sall. En biens, en infrastructures et dans l'amélioration des conditions de travail mais des agents de santé. L'autre élément, c'est toujours sur le plan social, mais plus on diversifie les moyens de transport, plus quand même on permet aux Sénégalais de se déplacer convenablement. Ceux qui disaient que, ou critiquaient le TER là, il faut à 17h, à 7h, il faut aller à la gare de Dakar. Des milliers de Sénégalais viennent là-bas pour prendre le TER, entre autres. Maintenant sur la marchandise ou les produits locaux, mais ces produits-là, quoi qu'on dise mon cher Abdou, mais c'est des produits dont le prix varie en fonction des saisons. Quand il y a une période où les oignons sont en abondance, vous voyez que les prix baissent. Mais il arrivera un moment où les gens commencent à cultiver, il y a un peu de manque, naturellement il y a des changements sur les prix. Ce qui est valable pour l'oignon est valable pour d'autres produits. Maintenant aussi,
l'augmentation des salaires que nous avons noté va de pair aussi avec l'augmentation de la marchandise. Parce que un économiste me disait, écoutez Saourou, quand quelqu'un vous dit que le poisson est plus cher au Mali qu'au Sénégal, alors que le Mali n'a pas de mer et qu'au Sénégal nous avons la mer, mais dites-vous que le niveau de vie des Sénégalais est de loin plus élevé en termes de rémunération salariale que celui des Maliens. Si vous vendez à un certain prix, les gens ne l'achèteront pas parce qu'ils ne l'ont pas. Mais ici, quand même, il y a un effort qui a été fait sur ce plan-là. Comme pour dire que même si je suis d'accord avec toi que le bilan d'une personne, quelle que soit cette personne-là, ne peut être totalement positif parce que, comment dirais-je, mais personne n'est complet, hein? Il y a toujours des insuffisances par-ci, par-là. Mais encore une fois de plus, si nous mettons sur la balance le passif et le positif, le négatif, ou en tout cas ce qui est négatif et ce qui est positif, vous vous rendrez compte que le positif l'emporte beaucoup. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas équilibrer, c'est-à-dire économiquement, que les infrastructures... en face des... C'est-à-dire vous voudriez dire qu'on diminue les infrastructures pour davantage du social? Non, on peut ne pas diminuer, mais quand même aussi mettre l'accent sur le côté social pour que les populations puissent ressentir vraiment... Mais les prix ne sont pas aussi... bon, écoutez, je suis un peu mal placé pour le dire peut-être de cette façon-là, mais je crois quand même que en ce qui concerne... la maîtrise des prix sur le marché, je crois qu'il y a un effort qui est fait. Maintenant, encore une fois de plus, vous savez, quand les Sénégalais apprennent qu'il n'y a pas de gaz, par exemple, ceux qui en disposent déjà envisagent d'augmenter le prix des gaz qui restaient dans leurs magasins. C'est ça le mal du Sénégalais. On aime toujours profiter d'une situation. Mais encore une fois de plus, je crois que sur ce plan, le plan des denrées de première nécessité, un effort est fait pour permettre que le Sénégalais puisse vraiment vivre correctement. Ok. En plus, il y a la guerre en Ukraine qui a... Justement, la situation, l'environnement international. Et on sort tout juste... de la Covid. Justement. Vous savez, la gouvernance du président Macky Sall n'a pas été facile. Hein? Au niveau de l'environnement international, c'était difficile, avec surtout cette maladie. Un gouvernement paresseux, excusez de le dire, aurait pu à chaque fois nous rabâcher ces situations-là qu'il ne contrôle pas. Mais la vérité est que ces situations n'ont même pas empêché au président Macky Sall mais de réaliser ce qu'il a réalisé. D'où vraiment cette grande prouesse qu'il a réussi durant son magistère. Ok. Alors, pratiquement l'émission tire à sa fin. Oui. Alors, une question a été posée au président Macky Sall sur le cas d'Amadouba hier. Et il a répondu clairement que ce n'est pas le lieu de discuter de ça. Oui. Alors, y a-t-il un problème entre les deux? Aucun problème. Voilà. Aucun problème n'existe entre le président Macky Sall et le premier ministre Amadouba. Il ne peut en être autrement d'ailleurs. Pour la bonne et simple raison que si le Amadouba est aujourd'hui premier ministre de la République du Sénégal, c'est grâce à la volonté du président Macky Sall qui l'a nommé à ce poste-là. Et si Macky Sall n'avait plus besoin d'Amadouba, c'est sûr qu'il n'allait pas passer la journée à la primature. Parce que lui, jusque-là, encore une fois de plus, il a le pouvoir de nomination. Et donc, on a voulu tout simplement créer une situation là où il n'y en a pas. Et récemment, seulement, nous avons tenu une réunion du directoire de campagne du premier ministre Amadouba. Et bien entendu, avant même la tenue de cette réunion, mais le premier ministre en a parlé avec le président qui lui a effectivement encouragé à aller dans ce sens-là parce que le travail doit commencer. Maintenant, je peux comprendre aussi une certaine opposition qui cherche à diviser pour mieux régner. Mais je crois qu'au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, les gens sont suffisamment alertes, ils sont suffisamment responsables pour faire ce qu'ils doivent faire et ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Ok. Alors, le président a convoqué à une concertation le lundi ou le mardi pour 2 jours. Oui. Croyez-vous qu'on peut tout discuter en 2 jours? Non, écoutez, c'est un seul sujet.
Il n'y a pas un sujet. C'est un peu la situation politique, notamment la date de l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut discuter, on peut non, prendre écoutez, les tenants et les aboutissants? On ne va pas dans ce dialogue-là pour reprendre tout le Sénégal dans ce qu'il a de politique, d'économique, social ou culturel. Non, on va juste aborder la question du processus électoral pour le remettre sur les rails après ces quelques perturbations. Et donc, ça peut se faire en 2 jours. Okay. Tout juste le processus électoral. Tout juste le processus électoral. Ok. Alors, M. Sen, votre dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est encore vous remercier pour l'invitation, remercier tous les auditeurs et m'excuser aussi auprès des Sénégalais qui ne se reconnaîtraient pas à travers ce que je disais. De toute façon, encore une fois de plus, mon ambition n'a jamais été de blesser qui que ce soit. Mais, je le dis encore, je suis un patriote sénégalais profondément amoureux de son pays. Et je pense que dans l'amour que j'ai pour le Sénégal, tout ce qui peut être fait pour que la paix règne au Sénégal, comme nous l'avons toujours vécu, en tout cas, tout ce que je peux faire pour que ça soit ainsi, je travaille à ça. Dieu fasse que le Sénégal reste ce qu'il a toujours été, un pays où tous les hommes sont presque frères et sœurs, un pays où quand même il y a cette culture qui fait de nous des gens de la paix. C'est pourquoi j'aimais le rappeler partout où je suis passé, ce morceau de Pierre Moutouari qui disait que les Sénégalais aiment la paix, la liberté. Voilà pourquoi les Sénégalais sont partout dans le monde. Okay. Merci à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent sur la 98.7. Merci d'être venu, M. Saourou Sen. Merci beaucoup. Merci au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, qui nous a facilité cet excellent travail.